Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous, candidates, candidats, citoyens, citoyennes ou professionnels du milieu qui vous joignez à nous ce midi pour ce webinaire sur les 12 travaux de nos collectivités. Donc, que ce soit pour vous informer sur les enjeux prioritaires pour les collectivités québécoises ou pour vous inspirer pour des plateformes électorales adaptées aux défis futurs, ou pour vous préparer au débat politique et citoyen, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter 12 travaux pour des milieux de vie qui sauront traverser les crises. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, Thalie Labonté, je suis urbaniste et coordonnatrice aux relations stratégiques à Vivre en Ville et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme vous le constatez probablement quotidiennement, nos collectivités sont en première ligne pour assurer notre qualité de vie. Les élections municipales représentent donc un moment charnière pour décider collectivement des transformations souhaitées pour nos milieux de vie et les élections du 2 novembre prochain n'y feront pas exception et ça va être un rendez-vous déterminant. Les 12 travaux qui vous seront présentés aujourd'hui tracent la voie vers des territoires plus durables, équitables et résilients face aux crises en cours et à venir. Donc, pour rendre le tout interactif et profiter de la diversité des expertises présentes à Vivre en Ville, quelques membres de notre équipe vont prendre la parole pour présenter ces 12 travaux de nos collectivités. On accueillera donc Adam Mongrain, directeur habitation, Jeanne Robin, directrice principale, Samuel Pagéplouf, directeur affaires publiques et Christian Savard, directeur général. Suite à leur courte présentation, on aura aussi l'occasion d'entendre Mathieu Maisonneuve, maire sortant de Saint-Lin-Laurentide, pour nous partager un mot sur son expérience en politique municipale. Il va notamment nous partager en fait l'importance cruciale de parvenir à garder le cap sur une vision stratégique et des enjeux structurants malgré la pression des enjeux quotidiens. Donc, suite à ces prises de parole, on va prendre les questions jusqu'à 1h30. Donc, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais juste couvrir 2 points techniques. Donc, à tout moment pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions avec l'onglet, l'outil de discussion, en fait, dans le bas de la plateforme Zoom. Et les questions vont m'être transmises pour que je les pose aux panélistes un peu plus tard. Aussi, pour tout problème technique, vous pouvez écrire à événement@vivreenville.org. Je laisse maintenant la parole à Christian Savard pour vous adresser quelques mots d'introduction. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout fonctionne du point de vue technique? C'est bon. Parfait. Donc, bienvenue, bienvenue. Merci, merci d'être là. Merci pour ceux qui vont écouter le webinaire en direct. Merci à ceux qui vont l'écouter en différé, parce que mon petit doigt me dit que c'est le genre de contenu qui va être écouté en différé. Il va y avoir des milliers de candidates, candidats aux prochaines élections municipales au Québec qui vont tenter de s'inspirer et on espère que ce webinaire-là leur sera utile. Euh, on est content de Vivre en Ville de faire cette proposition-là qu'on a voulu la plus claire possible, la plus succincte, tout en donnant quand même un peu de sens, parce qu'on sait que monter une plateforme électorale, c'est pas évident. Il faut savoir pourquoi, il faut savoir grosso modo comment, mais on peut pas aller dans tous les détails. Et pour tous ceux là, qui vont vouloir en savoir plus sur les détails, vous savez, on a plein de ressources à Vivre en Ville, on va vous en parler un peu plus loin. Euh, donc, on a voulu faire ça assez tôt parce qu'on sait que c'est durant l'été hein, que souvent se montent les plateformes. Et donc, on voulait donner des idées. Et donc, c'est pour ça qu'on a présenté ça sous forme de 12 travaux. Hein. Mais de manière générale, dans mon introduction, ce que j'avais envie de vous dire, c'est le plus important, c'est de maintenir un leadership municipal en matière de transformation de nos territoires et de nos milieux de vie, notamment pour faire face à toutes les crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient climatiques. Il y a eu, lors de la dernière élection et dans les dernières années, un leadership allumé du monde, assumé du monde municipal, assumé et allumé, effectivement, du monde municipal sur on connaît le terrain puis on peut en faire plus. On peut faire plus que juste
ramasser les déchets, s'occuper des aqueducs égouts, mission fondamentale, mais il y a un potentiel dans nos municipalités d'en faire plus et on pense que cet engagement-là doit être renouvelé. Ça s'est fait de différentes manières et on espère qu'il y aura encore une fois beaucoup de candidats qui vont prendre cette voie-là. Je pense qu'on va avoir besoin, on sait, notre monde est en changement, il y a beaucoup à l'international, pour ne pas nommer les États-Unis, il y a des mouvements de fond qui tentent de résister aux nécessaires changements. Et je pense qu'on va avoir besoin d'un signal clair aux prochaines élections par rapport à ça et à ces enjeux-là qui sont, selon nous, fondamentaux. Et j'aurais tendance à vous dire, les propositions, les travaux que vous propose Vivre en Ville euh, sont importants parce qu'elles sont marquées, ils marquent le territoire et les milieux de vie, et c'est les actions les plus structurantes. C'est les actions qui vont faire des bénéfices sur tous les points de vue pour les décennies à venir. C'est pour ça que c'est aussi important quand on prend des décisions sur le territoire et sur nos milieux de vie, de bien faire les choses. Donc, vraiment, on espère que ça va vous rejoindre. Et je vais laisser la parole là, à différents membres de l'équipe pour présenter un certain nombre de ces chantiers-là. Mais n'oubliez jamais que ce que vous faites et qu'il y a des conséquences sur des décennies, c'est ce qui est le plus important et c'est là qu'il faut concentrer notre énergie. Merci. Je vous reviens à la fin pour quelques chantiers qui seront sous ma responsabilité, puis pour un mot de clôture. Puis n'hésitez pas aussi à jaser dans le chat. J'ai un peu de temps là. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Puis, bonne suite. Merci beaucoup, Christian, pour cette mise en contexte. Ça met bien la table, justement, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je laisse la parole tout d'abord à Adam Mongrain, qui est directeur habitation, pour ouvrir le bal sur les 12 travaux de nos collectivités. Merci, Thalie. C'est évidemment un honneur et un plaisir pour moi d'amorcer ces 12 travaux. C'est bien connu, toute bonne amorce commence avec une anecdote. Donc, dans le cadre de nos travaux en habitation, j'ai eu la chance de parcourir le Québec et de discuter avec des élus et des professionnels dans des municipalités de toute taille. Et savez-vous, c'est quoi le sentiment le plus partagé à l'échelle du Québec en matière de développement immobilier? Il ne reste plus de terrain. Pourtant, grosso modo, il y a à peu près le même nombre de terrains à l'intérieur des villes en 2025 qu'il y en avait en 2005. Ce qui veut dire que ce qu'il ne reste plus, c'est plutôt des terrains en zone blanche qui sont relativement faciles à lotir et à développer. Soit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pige dans les milieux humides, dans les zones agricoles, dans les corridors écologiques? C'est une question rhétorique, bien sûr. En réalité, dans chaque ville ou village au Québec, on trouve des espaces vacants ou sous-utilisés dont la consolidation permettra d'optimiser l'utilisation du territoire. Des stations-service désaffectées, des usines ou des entrepôts fermés, des parcelles de faible densité, du stationnement de surface, etc. Tous les outils réglementaires et budgétaires doivent être mis au service de la consolidation et de la requalification. Requalifier les terrains vacants ou sous-utilisés, c'est la réponse que vous cherchez à votre problème de manque de terrain. C'est aussi l'opportunité de transformer des espaces oubliés en milieux de vie complets, verts et accessibles. On bâtit mieux, sans s'étaler, pour offrir des logements et des services là où les gens en ont besoin. Ça a aussi l'énorme bénéfice d'optimiser la performance des infrastructures et sachant à quel point nos systèmes sont sous pression en ce moment, c'est un passage obligé pour relever tous les autres défis devant nous. En complément, c'est important de garder en tête que d'optimiser le foncier, ce n'est pas seulement une histoire de requalification des grandes friches industrielles, qui viennent d'ailleurs avec des défis complexes de voirie ou de décontamination. C'est tout aussi important d'ouvrir les yeux sur le potentiel de développement des quartiers résidentiels existants. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous rappeler que la sobriété territoriale, soit l'utilisation efficace de nos ressources foncières, c'est le thème du rendez-vous des collectivités viables de cette année. Il reste encore quelques places et croyez-moi sur parole, vous devriez venir. Maintenant, les bénéfices d'optimiser les terrains, ça ne s'arrête pas à l'environnement ou aux finances publiques. En ce moment, les cœurs de ville et de villages subissent de plein fouet la concurrence des centres d'achat, du commerce en ligne, sans parler des contre-coups de la pandémie ou des fluctuations économiques. Dans les centralités, les commerces et services sont pourtant bien souvent les seuls accessibles aux personnes sans voiture, qu'elles soient jeunes, aînées ou simplement à pied. Leur intérêt dépasse de loin leur pertinence pour les piétons, toutefois.
Si vous avez déjà voyagé, vous savez bien que l'intérêt des endroits comme New York, Paris, Londres ou même Disneyland, c'est de pouvoir faire plein de choses au même endroit. C'est dans les centres-villes et dans les noyaux villageois qu'on peut voir toute la richesse de notre culture, de notre économie et de notre territoire. C'est aux endroits où nous nous rencontrons, comme dans les marchés fermiers, sur la rue principale, dans les fêtes de quartier, que nous apprenons qui nous sommes. Pour cette raison, les élus de la prochaine cohorte doivent entreprendre de soutenir leur centre-ville, leur rue principale et leur noyau villageois dès la première année de leur mandat. C'est d'ailleurs important de ne pas perdre de vue pourquoi on se donne la peine de proposer et de faire ces travaux. Le territoire, il ne sait pas qui est habité. Les noyaux villageois, c'est juste de la brique et du béton s'il n'y a pas des familles avec des poussettes pour les animer ou des clients dans les commerces ou des passants qui mangent leur lunch dehors. C'est pourquoi il faut prendre à bras le corps de loger convenablement chaque personne, chaque ménage qui habite au Québec. C'est en créant des milieux qui garantissent la dignité et la liberté à nos voisins, nos collègues, nos amis, que nous pourrons dire que nos efforts en sobriété territoriale et en vitalité des cœurs de villes et villages sont cohérents. Ce que ça implique du côté des municipalités, c'est d'abord de dire oui. Pour que les gens puissent bien habiter, il doit y avoir assez de maisons sur le territoire. Pour que les maisons existent, il faut les construire. Et pour les construire, il faut les permettre. Sur ce dernier point en particulier, il y a beaucoup de travail à faire. Nous héritons d'un legs réglementaire dans lequel chaque nouvelle unité est un peu un dérangement ou une exception. Pour une sortie de crise durable en habitation, le redéveloppement du territoire déjà habité doit devenir la norme et non l'exception. Et ici, je vais faire un petit détour vers le vocabulaire pour clarifier que quand je dis que je parle de maison, c'est juste parce que c'est le mot que les gens utilisent quand ils parlent de où ils habitent. Qu'on soit en appartement, en condo, en résidence avec service, en colocation, peu importe, le soir, on retourne à la maison. C'est important de laisser les gens comment et où ils se sentent chez eux, plutôt que d'obliger un seul type de cadre bâti, comme par exemple la maison individuelle. Et de façon complémentaire, avec les nouveaux pouvoirs dont les municipalités disposent, il y a d'ailleurs plusieurs opportunités de faire preuve de leadership pour s'assurer que la nouvelle construction ne vient pas exacerber les tensions sociales et économiques. Par exemple, en faisant le choix conscient d'octroyer des avantages normatifs au logement à but non lucratif. Il va s'agir d'un premier pas monumental pour permettre à chaque ménage d'accéder à un logement adéquat. Merci, Thalie. Merci beaucoup, Adam, pour la présentation de ces 3 travaux, dans le fond, qui nous encouragent à viser la sobriété territoriale, renforcer nos centres-villes et noyaux villageois et à offrir des logements adéquats et de qualité. Je passe maintenant le micro à Jeanne Robin, directrice principale pour la suite des travaux. Merci Thalie, bonjour tout le monde. Adam nous a parlé d'un rôle primordial des municipalités et de leurs élus, s'assurer de pouvoir loger l'ensemble de la population dans de bonnes conditions. Mais ces bonnes conditions, puis il l'a évoqué un peu, elles dépendent aussi de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est à moi que revient la responsabilité de parler au nom des écosystèmes et des infrastructures naturelles. Parce que oui, protéger la nature, c'est protéger notre santé. Ça a toujours été vrai, mais ça l'est tout particulièrement dans un contexte de changement climatique où nous aurons besoin de toute la résilience que peuvent nous apporter les milieux naturels. C'est pourquoi le 4e de nos travaux consiste à cesser l'étalement urbain sur les milieux naturels et mettre en place une protection pour les milieux d'intérêt. Notre territoire, c'est ce qu'on appelle une ressource finie, c'est-à-dire qu'on en dispose d'une quantité limitée et qui n'est pas renouvelable. Donc tout ce qu'on utilise pour l'urbanisation, on va l'enlever à d'autres fins, comme l'accueil d'écosystèmes naturels. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement ralentir notre utilisation des milieux naturels à des fins d'urbanisation, il faut véritablement l'arrêter parce que sinon, on est tout simplement sur une trajectoire où on se dirige vers la disparition des milieux naturels à moyen ou à long terme. C'est sans doute le plus difficile pour des élus municipaux de protéger les milieux naturels en périphérie d'une ville ou d'un village parce qu'il n'y a personne pour revendiquer leur conservation. Là où il y a beaucoup de voisins, il y a beaucoup de voix pour parler au nom des arbres et c'est très bien, mais plus on est loin des yeux, plus on est loin du cœur, on est loin du cerveau, on est loin des pétitions et des préoccupations. Pourtant, ce serait une grave erreur de penser qu'on peut détruire les milieux naturels périphériques sans dommage pour les milieux urbains. La science le montre très bien. Plus une région urbaine s'étale, plus les vagues de chaleur, par exemple, y sont fréquentes, longues et intenses. Sans nous en rendre compte, on est rafraîchi par les forêts périurbaines
Et les milieux humides périurbains, c'est ça qui nous protège principalement des inondations. Donc, chaque fois qu'on utilise un milieu naturel pour construire dessus, on va se priver des services écosystémiques que fournissait ce milieu naturel et il va falloir les remplacer par des infrastructures qu'on va devoir construire, entretenir, qui vont nous coûter cher. Des climatiseurs, des bassins de rétention, ça va coûter cher à la collectivité, ça va coûter cher à chaque famille. Bon, je vous ai même pas parlé de protéger la biodiversité, mais c'est aussi à ça que ça sert quand même, les milieux naturels. J'en arrive au 5e de nos 12 travaux, qui consiste à récupérer de l'espace afin de verdir les milieux de vie, notamment en réduisant la place dédiée au stationnement. Je suppose que pour nos lointains ancêtres, se regrouper dans des villes et des villages, ça voulait dire gagner de l'espace sur la nature, c'est-à-dire sur les risques, sur le désordre et sur la saleté. Dans la plupart de nos milieux de vie, on n'a pas envisagé de lui faire beaucoup d'espace à la nature. On ne voyait pas trop le besoin de mettre de la nature dans les milieux urbains. Mais aujourd'hui, on connaît ce besoin-là. On sait que c'est à la fois un besoin de santé mentale, on sait que c'est un besoin de santé physique. On marche davantage dans les milieux qui sont plus verts. Et c'est aussi un besoin de résilience climatique. Le problème, c'est qu'on manque parfois d'espace pour redonner de la place à la nature. Bien sûr, il y a les toits qu'on peut verdir, il y a les murs qui peuvent accueillir de la végétation, les espaces verts déjà qu'on peut, par exemple, sur lesquels on peut planter davantage d'arbres, les espaces vacants qui peuvent gagner beaucoup en biodiversité et en services écosystémiques. Mais il y a aussi, dans nos milieux de vie, un type d'occupation terriblement inefficace, et vous me voyez venir, c'est le stationnement. Une voiture, ça reste immobilisé 95% du temps. Encore, quand on superpose les voitures dans des stationnements souterrains ou étagés, on optimise un petit peu le territoire qui leur est consacré. Mais les stationnements de surface, qu'ils soient sur rue ou hors rue, c'est quand même un énorme gaspillage de territoire et c'est un gaspillage de territoire qui n'est nécessaire que pour permettre un énorme gaspillage d'énergie. Mais ça, c'est pas à moi de vous en parler aujourd'hui. La science nous dit qu'en dessous de 30% de canopée, c'est-à-dire de couverture du territoire par les arbres, un milieu de vie ne protège pas efficacement notre santé ni notre sécurité dans un contexte de changement climatique. Dans les milieux les plus densément habités, c'est particulièrement important et dans ces milieux-là, c'est impossible d'atteindre 30% de canopée sans enlever de l'espace au stationnement existant. Alors, futurs élus de nos municipalités, osez réduire la place dédiée au stationnement. Faites-le avec ostentation, si c'est dans votre caractère. Faites-le avec discrétion, si vous craignez que ça suscite trop de débats. Par expérience, ça suscite quand même pas mal de débats. Mais mettez ça sur votre liste et planifiez-le efficacement. Évidemment, le meilleur moyen de réduire l'espace consacré au stationnement, c'est de réduire le nombre de voitures. Et d'ailleurs, de plus en plus de municipalités mettent en place des services d'autopartage, ce qui est une excellente façon non seulement de mutualiser les véhicules, mais aussi d'optimiser l'espace consacré au stationnement. Mais il y a aussi de nombreuses autres façons d'optimiser l'espace consacré au stationnement. Vous en trouverez plusieurs sur notre plateforme de diffusion Carrefour, sur laquelle vous trouverez également de nombreuses pistes de solutions pour verdir les milieux de vie. Le 6e de nos 12 travaux, et le dernier que je vous présente, consiste à identifier les corridors écologiques, assurer leur conservation et consolider une trame verte et bleue. C'est là que je sors du placard pour m'assumer en tant que défenderesse de la biodiversité, parce que c'est vrai, jusqu'ici, je parlais de la nature, mais c'était surtout pour parler de ses effets bénéfiques sur les humains, que j'aime bien aussi, je vous rassure. La nature, donc. On prend sa place quand on fabrique de la ville, mais on coupe aussi ces liens de communication d'un milieu naturel à un autre. Les corridors écologiques, c'est ça qui permet de protéger ou de recréer ces connexions entre les milieux naturels. C'est un travail difficile pour les élus d'une municipalité parce que, par définition, on travaille au bénéfice de personnes qui ne votent pas, qui ne vous envoient pas de textos, qui ne vous écrivent pas sur les réseaux sociaux. Et aussi parce que créer des corridors écologiques efficaces, ça exige de travailler avec les municipalités voisines. Donc, en plus de mobiliser votre municipalité, vous devez mobiliser plus largement. Mais d'un autre côté, ça peut quand même être passionnant. C'est vraiment essentiel, les corridors écologiques, à la résilience et au maintien de la biodiversité, mais ça le devient encore davantage dans un milieu qui est très perturbé et dans un contexte de changement climatique. Aménager des trames vertes et bleues au sein des milieux urbanisés, mais aussi consolider des corridors écologiques efficacement protégés dans les milieux naturels et au travers du territoire agricole, c'est travailler à enrayer le déclin de la biodiversité, qui est aussi une menace pour la santé humaine.
Ça peut aussi être une façon d'assurer l'accès à une nature de proximité, un argument qui est un peu plus intéressant pour convaincre les électeurs et les électrices, mais un objectif qui ne devrait pas faire oublier la nécessité de protéger les qualités écologiques des milieux préservés. Vous voyez, je prends quand même très au sérieux mon rôle d'avocate de la biodiversité. Pour vous outiller sur tout cela, pour vous inspirer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre plateforme Carrefour. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, pour la présentation de ces travaux axés davantage justement sur les écosystèmes et oui, la biodiversité, qui nous rappelle que nous devons freiner l'étalement urbain sur les milieux naturels, verdir les milieux de vie, notamment en réduisant la place du stationnement, et identifier et conserver nos corridors écologiques. Je laisse maintenant la parole à Samuel Pagé-Plouffe, directeur Affaires publiques à Vivre en Ville. Oui, merci Thalie, salut tout le monde. En fait, je dirais que chacun des 12 travaux concerne la thématique du climat et de l'énergie, mais je passerai donc tout de suite à un chantier spécifique sur la décarbonation des bâtiments. Au cours des 3 dernières années, on a vu plusieurs municipalités partout au Québec se mobiliser pour exiger que le système de chauffage des nouveaux bâtiments, donc du bâtiment neuf, soit carboneutre. Donc, il y a eu des résolutions de la réglementation qui a été adoptée. Puis, franchement, on est fiers à Vivre en Ville d'avoir contribué à ça avec plusieurs partenaires. Et on a vu des résultats très concrets là, de ce leadership municipal-là. Donc, à la COP 29, là, à l'automne dernier, à Bakou, donc la conférence des parties sur les changements climatiques, le principal engagement que le gouvernement du Québec a pris, c'était justement de légiférer pour donc exiger la décarbonation des bâtiments, spécifiquement des bâtiments neufs là, à plus court terme. Et ça, ben, c'est le résultat direct du laboratoire d'innovation que peut être le municipal, qui peut par la suite donc avoir une influence directe sur les politiques publiques. Donc, évidemment, on va continuer à suivre de près la question du bâtiment neuf et exiger que les bâtiments neufs deviennent tous carboneutres. Mais une prochaine étape que l'on a sur notre radar, c'est donc les bâtiments existants. Un des 12 travaux, là, c'est de soutenir la décarbonation des bâtiments, notamment par des programmes innovants d'aide financière et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, parce qu'on sait que oui, c'est important de décarboner, mais il faut aussi économiser l'énergie. Une solution là, qui est beaucoup mise de l'avant récemment, c'est tout ce qui est programme PACE. Donc, c'est quoi les programmes PACE? C'est donc des programmes qui permettent aux propriétaires d'accéder à du financement pour réaliser des travaux d'amélioration éco-énergétique. On peut penser par exemple à l'installation d'une thermopompe, par exemple, ou des matériaux isolants, des panneaux solaires, enfin, peu importe, différents travaux comme ça qui permettent à la fois de décarboner et d'économiser de l'énergie. L'innovation, c'est que le remboursement de ces travaux-là est lié à l'impôt foncier, donc à la taxe foncière, ce qui fait que le prêt est transférable en cas de vente de la propriété. Donc, c'est plus facile donc d'amortir l'investissement pour les rénovations éco-énergétiques. À cet égard-là, il y a possiblement une modification législative qui sera nécessaire, ou en tout cas, on attend là, le positionnement du ministère des Affaires municipales. Mais à partir du moment où ça deviendra possible pour les municipalités de faire ça, c'est vraiment une opportunité comme on peut appeler un low-hanging fruit à saisir. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le maire Paul Germain, maire de Prévost, qui a fait de la mobilisation récemment là-dessus. Il continue à en faire. Donc, suivons ça de près. Et à partir du moment où ce sera possible, nous vous encouragerons à aller de l'avant. Je m'en voudrais de ne pas faire une petite mention aussi de notre nouvel outil qu'on a rendu public en partenariat avec différents partenaires. Donc, Chauffer mieux, c'est une plateforme web, puis je pense qu'elle devrait être dans le clavardage dans les prochaines secondes, qui permet donc d'obtenir des solutions, les solutions les plus rentables sur le marché pour le remplacement donc des appareils de chauffage pour votre logement ou votre local commercial dans le Grand Montréal. C'est pour principalement là, les petits bâtiments, mais vous avez tous les détails sur le site web. On pense que c'était nécessaire de faire cette vulgarisation-là. Prochaine thématique, la mobilité.
Je passerai tout de suite donc à la mobilité active. Euh, il y a une belle lancée dans les dernières années, une belle lancée, encore une fois, qui est beaucoup l'impulsion du milieu municipal. Malgré cela, on voyait encore ce matin dans les médias, dans la presse, une nouvelle étude qui nous indique donc que la majorité des intersections et des rues à Montréal exposent les enfants à un risque élevé de collision, notamment lorsqu'ils se rendent à l'école. Puis là, on parle de Montréal, mais c'est une réalité qui est québécoise. Cette lancée-là qu'on a observée dans les dernières années de développer des infrastructures pour la mobilité active, pour les déplacements à pied ou à vélo sécuritaires, ben, il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut continuer de construire ou d'élargir les trottoirs, d'assurer leur entretien, le déneigement, d'installer des bancs faut continuer de poursuivre l'apaisement de la circulation, d'aménager davantage de traversées sécuritaires, de compléter les réseaux cyclables qui sont en expansion, oui, mais c'est des réseaux qui doivent être complétés, multiplier les supports à vélo et pourquoi pas même continuer de développer l'accès au vélo en libre service, hein, qu'on voit se multiplier de plus en plus à l'extérieur des grands centres. Et j'en profite pour vous mentionner une formation en ligne que l'on offre à Vivre en Ville sur le vieillissement actif, donc aménager des milieux de vie pour toute la vie. Donc, le lien va apparaître dans le clavardage. Vous pouvez le consulter à l'instant. Donc, formation en ligne. Donc, troisième proposition de mon côté, donc améliorer l'offre de transport collectif urbain, interurbain et régional, s'engager en milieu urbain à développer des parcours à grande fréquence et en site propre. Bon, évidemment, la question du transport collectif, ce n'est pas tout à fait la même que l'on soit dans un grand centre, en banlieue ou en milieu plus rural. Mais dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des besoins importants partout au Québec, une demande. Et justement, récemment, on a demandé à Léger, là, la firme de sondage, de demander aux Québécois, avez-vous besoin de transport collectif? Et on constatait là, une demande massive, là, à peu près 80 % des Québécois qui demandent au gouvernement de maintenir ou d'augmenter la cible d'augmentation des services de transport collectif de 5 % par année. Bon, force est de constater que dans les dernières années, il y a eu plutôt une stagnation des services, ce qui n'est pas vrai partout également. Là. Par exemple, si on regarde bon, le Grand Montréal, il y a eu une certaine diminution, mais si on va par exemple à Rimouski dans la dernière décennie, je crois, là, on a doublé l'offre de services de transport collectif. Donc, il y a à faire, il y a une demande parce que l'achalandage aussi a augmenté de façon très importante. Et c'est un enjeu qui est partout sur le territoire pour plusieurs raisons, notamment ben, parce que c'est un enjeu d'équité, mais c'est aussi une des seules manières, sinon la seule manière, de réussir à économiser massivement de l'énergie en transport. Donc, on veut décarboner nos transports, mais il faut aussi économiser de l'énergie en transport. Ce sera une priorité. Le milieu municipal en a fait dans les dernières années, mais il faut aller beaucoup plus loin. Alors, ça fait le tour de mon côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation des 3 travaux qui nous invitent à soutenir la décarbonation des bâtiments, à donner plus de place aux déplacements actifs et à améliorer l'offre de transport collectif. Donc, pour conclure ces 12 travaux, j'invite maintenant Christian Savard qui va venir nous présenter les 3 travaux sur l'alimentation, l'équité et l'écofiscalité. À toi la parole. Merci. Bonjour à nouveau tout le monde. Bonjour aux nouveaux qui n'étaient pas là au tout début. Trois travaux un peu plus hétéroclites pour terminer, mais des aspects quand même assez importants. D'abord, on sait hein, se nourrir, l'alimentation et comment on fait nos aliments est au cœur de nos vies. Hein. C'est pas mal une des choses qui est un des plus dénominateurs communs à tous. Les municipalités ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer qui, dans certains cas, est assez évident, dans d'autres cas, moins évident. Parce qu'on sait que
nos systèmes alimentaires sont basés sur la grande distribution, la grande agriculture, qui a certains bienfaits, qui a certains désavantages. Mais pour avoir une approche un peu plus locale, qui priorise les circuits courts, qui priorise la proximité, nous, on propose aux villes de se doter d'une démarche de communauté nourricière et également de ne pas toucher à la zone agricole. Donc, deux aspects importants selon nous en agriculture, alimentation. Il y a un paquet de petites décisions que peuvent prendre une ville pour faire en sorte que d'offrir une communauté nourricière qui a un moins grand impact environnemental, qui a des avantages sociaux au niveau de la sécurité alimentaire importants, puis même des impacts sur comment se construisent les villes. Donc, on peut penser à trouver des moyens pour favoriser les plus petits producteurs. On peut penser aux classiques de marché public fermier. On peut penser à un paquet de mesures pour rapprocher la production alimentaire de sa consommation avec tous les avantages environnementaux aussi qu'il peut y avoir, là, comme je le disais, que ce soit la réduction des gaz à effet de serre grâce aux distances, que ce soit une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il y a un paquet de petites et grandes décisions que peuvent prendre nos collectivités en ce sens. Et je dirais qu'une des plus grandes qu'on peut prendre, c'est le fait de protéger le territoire agricole. Malheureusement, à une certaine époque, je dirais qu'il y avait beaucoup de spéculation. Maintenant, je dirais qu'il y a un peu de paresse de planification. Le territoire agricole était vu comme une réserve foncière pour la prochaine usine à construire, les prochaines maisons à construire. Il peut y avoir, dans certains cas de figure, des endroits où on a besoin de petits bouts de territoire agricole, mais de manière générale, là, il faut se donner la contrainte de ne pas toucher au territoire agricole afin de préserver, qu'est-ce qui est en quelque sorte le grenier du Québec. En ces temps de repli sur soi international et de tarifs, je pense que de pouvoir produire un maximum localement est d'autant plus important. Donc, mais c'est aussi très cohérent pour protéger l'environnement, protéger les territoires, jouer à zone tampon avec des milieux naturels d'intérêt et surtout ne pas tomber dans la paresse de l'étalement urbain. Et j'aurais même tendance à terminer ce bloc-là avec un dada personnel. En parlant des villes, faites attention à vos épiceries. Faites attention à protéger vos épiceries de proximité. Si vous en avez beaucoup dans votre ville, trouvez les moyens de l'aider. Puis des fois, trouver le moyen de l'aider, c'est peut-être pas autoriser la très grande surface à très loin de la ville ou trouver d'autres moyens de l'insérer dans votre tissu urbain. Parce que si on parle de pouvoir avoir un mode de vie moins dépendant de la voiture. La proximité de l'alimentation, c'est un besoin quotidien, hein, donc c'est très, très important. Donc aussi, je vais quand même parler de ce petit aspect-là. Puis je vous invite évidemment à aller voir les nombreuses ressources qu'a fait notre équipe sur les systèmes alimentaires là-dessus. Donc, maintenant, parlons un peu de sujets quand même transversaux très importants qui touchent l'équité et l'éco-fiscalité, faire en sorte qu'on a des collectivités qui sont plus justes. Dans un premier temps, la question de l'éco-fiscalité. Le gouvernement, on fait un cadeau que certains considèrent peut-être empoisonné, mais bon, il faut quand même l'utiliser. On fait le cadeau aux villes de pouvoir diversifier leur fiscalité, de pouvoir diversifier les sources de revenus, de pouvoir, on va le dire, taxer différemment. Les citoyens ne sont plus dépendants d'une taxe foncière qui doit avoir un taux unique partout, pour tout le monde. Ils ont vraiment maintenant des outils pour aller chercher, faire une tarification différente. Et le plus important, et les villes commencent à l'utiliser. Il y a une généralisation, à titre d'exemple, de la taxation des surfaces imperméabilisées au Québec. Les surfaces imperméabilisées, vous pouvez penser le cas de figure le
le plus flagrant, là, c'est les grands stationnements de surface. La plupart des grandes villes du Québec maintenant ont des taxes sur les surfaces imperméabilisées, tout simplement parce que ces surfaces-là ont un impact environnemental. Elles prennent beaucoup d'eau qu'elles amènent dans le système de la ville. Ça coûte très cher gérer toute l'eau qui ruisselle pas, l'eau qui s'en va directement dans les réseaux de la ville. Les stationnements aussi sont des îlots de chaleur importants qu'il faut contrôler avec des plantations qui ont un impact sur l'environnement immédiat. Donc, les villes ont décidé, bien, parfois, au lieu d'élever les taxes pour tout le monde, par exemple la taxe résidentielle, de mettre un peu plus de poids de leur taxation sur ce type de milieu-là, ce type dans nos villes, donc par exemple les surfaces imperméabilisées. C'est un exemple d'éco-fiscalité qui fait en sorte qu'on réussit à lancer le message de hey, ton stationnement, peut-être que quand que la personne va payer des taxes, elle va dire je peux peut-être le faire plus petit. Hein, peut-être que toutes ces places-là ne sont pas 100% utiles. Je n'ai peut-être juste besoin le 23 novembre, le décembre, lors du rush de Noël, mais le reste du temps, j'en ai peut-être trop. Je peux peut-être planter des arbres, je peux peut-être en faire moins. Ou peut-être que je peux construire par-dessus puis le faire en souterrain, puis comme ça, offrir des unités d'habitation. Donc, vraiment, l'éco-fiscalité lance le message, lance un message aux acteurs économiques qu'il y a des choses qu'on veut moins dans une ville et des choses qu'on veut plus, comme du logement, comme du verdissement. Il y a aussi d'autres mesures en matière fiscale. Maintenant, les villes peuvent taxer différemment des zones de la ville, des types de bâtiments. Ils ont vraiment beaucoup plus de flexibilité. Donc, ça va être une manière aussi de, par exemple, un secteur de la ville qui est en dévitalisation, ta rue commerciale, les taxes commerciales sont un peu élevées, mais la rue commerciale traditionnelle a de la difficulté. Peut-être qu'on pourrait baisser son taux de taxation pour ses avantages environnementaux, ses avantages culturels. Il y a vraiment une approche à avoir en matière d'éco-fiscalité pour ajuster le tir. Et moi, j'invite vraiment tous les élus à s'emparer de cet outil-là. Puis au début, ça va changer. Au début, ça va peut-être même choquer, mais je pense que c'est essentiel et que les gens vont peut-être même mieux comprendre la taxation de cette manière-là. Mais c'est nouveau et toute chose étant nouvelle, il va y avoir de la résistance, mais je pense que c'est essentiel pour justement pas que ce soit que la réglementation qui fasse les choses, mais également les outils économiques. Et évidemment, on le fait pour avoir tous les co-bénéfices environnementaux qui viennent avec, pas juste pour aller chercher des sommes supplémentaires, diversifier les revenus, mais avoir les co-bénéfices environnementaux, sociaux qui peuvent venir avec ça. Et pour terminer, dernier grand chantier que nous avons pris vraiment à bras-le-corps à Vivre en Ville depuis quelques années, notamment nos rendez-vous collectivités viables de l'année dernière portaient sur cette question-là, la question de l'équité. On sait que les personnes, en fonction de leur revenu, de leur origine, de leur éducation, ne vivent pas la ville, ne vivent pas dans nos collectivités de la même manière. Et que même historiquement, là où vivaient les moins favorisés, c'est là où on investissait le moins. Peut-être parce que ces gens-là étaient moins organisés d'un point de vue politique, se faisaient moins entendre. Et donc, il y a vraiment, on voit, puis la littérature scientifique est claire, qu'il y a un lien entre un environnement bâti plus difficile, avec moins d'arbres, avec moins de services, avec plus de dangerosité routière, avec l'insécurité routière. Vraiment, c'est là qu'on retrouve les populations les plus vulnérables souvent. Et donc, nous, vraiment, pour terminer, parce qu'on sait que notre transition doit être écologique, mais doit être aussi sociale, on appelle à ce que dans l'élaboration de chacune de vos programmes, mesures, politiques municipales, la lunette équité soit appliquée systématiquement, le réflexe équité, afin de faire en sorte que les budgets limités aillent le plus possible à ceux qui ont déjà des vulnérabilités. Donc, pour nous, c'est un aspect très important. Encore une fois, on a plusieurs ressources là-dessus à Vivre en Ville.
Donc, c'est pour ça. J'ai commencé en vous parlant beaucoup d'environnement et de climat. Je termine en vous parlant d'équité parce qu'on ne peut pas affronter la crise climatique en laissant des gens derrière et en finançant que des Tesla à 60 000 $. Il va falloir s'occuper de tout le monde. C'est pour ça que l'équité m'apparaissait particulièrement importante et qu'on voulait terminer avec ce chantier-là. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Christian, pour la présentation de ces travaux qui nous appellent justement à développer une communauté nourricière, à ne demander aucun dézonage agricole, à utiliser davantage les leviers d'éco-fiscalité et à adopter une lunette équité en politique municipale. Donc, ces 12 travaux de nos collectivités qui vous ont été présentés sont un appel à s'engager à être en première ligne des nécessaires transformations du territoire et de nos milieux de vie pour maintenir le leadership municipal dans l'action climatique, mais également à s'engager à redoubler d'efforts pour mettre en place les changements de pratiques nécessaires. Donc, pour conclure ce webinaire, nous souhaitons laisser la parole à un acteur municipal qui s'est distingué durant son mandat par son ambition et son engagement en matière de planification de milieux de vie durables. Il me fait donc grandement plaisir de vous présenter Mathieu Maisonneuve, maire sortant de Saint-Lin-Laurentide. Donc, à toi la parole, Mathieu. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Thalie. Merci d'ailleurs de m'avoir invité. Pardon, je pars ma minuterie pour m'assurer de ne pas défoncer. Parce que je pourrais en parler longtemps de la job d'élu. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de vous impliquer, vous avez envie d'avoir un impact sur votre communauté. Puis ça, ça mérite des bravos. Des individus qui veulent mettre de l'avant l'intérêt collectif, améliorer les choses. Vous êtes à la bonne place parce que vous allez avoir l'opportunité de le faire. C'est clair que si vous êtes là pour votre carrière, si vous êtes là pour la paye, si vous êtes là pour avoir de l'autorité, je ne m'adresse peut-être pas nécessairement à vous. J'aimerais vous poser une question pour vous faire réfléchir, puis après ça, là, je vais prendre le temps pour vous donner un peu plus de détails, mais les élections sont en 2025. Posez-vous la question, quelle décision aurait pu être prise en 2010 qui aurait eu un impact significatif pour votre ville ou pour votre communauté, bref, pour votre monde? C'est probablement cette décision-là que vous allez devoir prendre en 2025 et en 2026. Comment on peut avoir un impact? Parce que c'est un peu ça qu'on lorsqu'on s'implique. Évidemment, on est là, les 12 travaux de la collectivité, c'est un carrefour. C'est le point de départ, puis laissez aller votre curiosité, mais nécessairement, la politique municipale a quelque chose de spécial. C'est une politique, c'est un niveau politique où la proximité est à son maximum. C'est là où on a le plus de contact avec les gens. Il y a des pour puis il y a des contre. Comme dirait le maire de Québec, on est à distance de claques. Fait que des fois, on reçoit des claques pour d'autres paliers de gouvernement. Mais pour discuter souvent avec des gens qui sont provinciales, qui sont fédérales, qui ont fait plusieurs paliers, il y a quelque chose d'excitant dans le milieu municipal. Puis, aux dernières élections, la nouvelle vague a amené un certain momentum. Puis, clairement, des avancées ont été faites. Si aujourd'hui, on parle d'environnement, que ce soit de décarbonation, de biodiversité, de corridors écologiques, de préserver des milieux naturels non modifiés par l'homme, de préserver les milieux agricoles, de s'intéresser à la notion d'artificialisation des sols, le milieu municipal a eu son mot à dire là-dedans pour amener ces sujets-là au devant des préoccupations. La notion de logement, la notion d'itinérance aussi, la notion de transport en commun. Bref, on a les deux mains à proximité d'outils qui peuvent faire une grande différence dans le quotidien des gens. Puis si on les additionne, ça va faire une grande différence pour notre société au global. Je vous le dis, ce n'est pas évident, par exemple. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est une job qui est à la fois autant cruelle qu'enivrante parce qu'on travaille une multitude de dossiers en même temps. On n'a pas le plein contrôle. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit tu es limité par ta créativité.
Je n'étais pas tout seul dans la salle, puis on l'a tous pris différemment. Moi, j'ai fait « wow, tout un compliment ». Que j'en ai de la créativité, fait que j'ai pas de limite. Il y a d'autres gens qui ont fait « hein, je viens de me faire insulter, je me suis fait dire que j'avais des limites ». Fait que tout ça pour dire que la perspective est importante là-dedans. Puis je le crois qu'en politique, on est limité par notre créativité, bien plus que par les aspects légaux ou les aspects financiers. La job d'élu municipal, bien qu'on soit à proximité, bien qu'il y ait des dangers, je vais y revenir, bien, pour moi, c'est une job de réflexion. C'est une job d'écoute, puis c'est une job ultimement d'influence. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous voulez être dans l'action, certain. Puis vous allez être enseveli de demandes, puis vous les voyez vous-même, là, la notion de nid de poule, comment la ville gère l'inscription au camp de jour, qu'est-ce qui se passe avec le déneigement, pourquoi que la déneigeuse est sortie, il y a trop de gravelle, il n'y a pas assez de gravelle, ça coûte trop cher de sel, le déneigeur a fait des dommages sur mon terrain, qui va payer, les heures de glace à l'aréna ne sont pas correctes, les bains libres de natation, les heures ne sont pas adaptées, pourquoi les salles communautaires ne sont pas disponibles, bref, c'est toutes des choses qui vont venir à vous. Mais clairement, le plus grand apprentissage que j'ai fait depuis que je suis maire, parce que je voulais en régler les dossiers, là. Mais le plus grand apprentissage que j'ai fait et l'outil le plus puissant qu'on peut utiliser, c'est l'aménagement du territoire. Cette science-là nous permet de créer des milieux de vie agréables pour nos gens, pour nos populations, pour créer des rassemblements, pour éviter de condamner les gens là, à prendre des moyens de transport comme l'auto, comme un camion, pour faire des distances impensables pour des besoins de base. La planification est essentielle dans notre job. La planification de l'aménagement du territoire est au cœur des réussites d'une communauté. C'est la clé pour réussir le futur, tant qu'à moi. Mais si aujourd'hui on a des travaux, c'est qu'on a des choses à améliorer, on a peut-être des choses à rattraper. Saint-Lin-Laurentide, on ne comptera pas de menterie, hein? Ça a été un début de mandat très sec. L'atterrissage a été sec dans tous les sens du terme. On a été obligé d'arrêter la construction, de mettre un moratoire sur la construction résidentielle parce qu'on manquait d'eau. C'est des chocs, ça. C'est pas bon pour des populations de vivre des chocs nécessairement. Ça crée des conséquences à long terme. Mais clairement, vous devez être dans la planification, vous devez être dans la notion d'aménagement du territoire. À titre d'élu, là, à moins d'être un urbaniste, je vous le dis, votre niveau de connaissance est à un certain niveau quand on arrive. Et si on est curieux le moindrement, ben, notre niveau de connaissance augmente par rapport à la puissance de l'aménagement du territoire, puis on est capable de faire des liens avec les décisions qu'on a à prendre. Parce que les décisions qu'on a à prendre, c'est surtout relié avec des règlements. Hein. C'est ça notre pouvoir, faire des règlements. Puis notre carburant, pour moi, c'est la consultation citoyenne, c'est le réseautage entre les villes, c'est le réseautage dans des activités comme ça avec des collègues. Puis l'élément important du carburant, pour moi, c'est de la curiosité. Puis dans tout ça, ben, je veux simplement vous dire danger. Danger, danger. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes allumé, plus que la majorité des gens. Vous avez votre territoire peut-être un peu plus à cœur. Vous avez votre ville à cœur, le développement de la ville. Bref, vous êtes sensible plus que la moyenne à ce que les citoyens vivent. Peut-être que vous allez vouloir plus aider le monde que certains de vos fonctionnaires. Puis l'idée, ce n'est pas de les diminuer. Pour des gens, c'est un travail. Pour vous, c'est une fonction. Donc, c'est un danger de se retrouver là, dans un tourbillon de demandes quotidiennes, de vouloir gagner sa journée, de toujours vouloir intervenir pour régler des dossiers. Dans le day-to-day, comme on dit. C'est un danger qu'à titre d'élu, on pense qu'on soit 9-1 plutôt que 4-1. Pour les plus jeunes, là, on faisait le 4-1 sur notre téléphone pour avoir accès au bottin téléphonique avant qu'Internet existe. Ce n'est pas une notion d'urgence. 911, c'est urgent. À titre d'élu, vous êtes rarement dans l'urgence, à moins de circonstances exceptionnelles. C'est le conseil que j'ai à donner aujourd'hui.
ne tombez pas exclusivement dans le piège du day-to-day, de régler la journée puis de vouloir gagner la journée parce que vous allez pouvoir gagner tous les jours en réglant des dossiers. Puis au final, dans 15 ans, ben, ça va être quoi le bilan? Ben, notre bilan va se mesurer à long terme sur les décisions courageuses qu'on prend. Les décisions qui sont, honnêtement, les 12 travaux des collectivités, c'est des décisions qui peuvent transformer vos communautés. Fait que si moi, j'avais à me présenter aux élections en 2025, parce que je ne vous le cache pas, je ne reviendrai pas. Je fais 16 ans de politique, puis mais si je décidais de revenir, savez-vous quoi? La première chose que je ferais, c'est adhérer à ces 12 travaux-là. C'est un bon point de départ. Dès maintenant même, pour augmenter votre niveau de connaissance par rapport aux enjeux globaux. Parce qu'au final de la politique, c'est clair qu'on peut faire ça pour nos voisins, pour nos citoyens qui ont besoin de services actuels, là. Si les vidanges ne sont pas ramassées, puis les citoyens ont un service X de la ville, puis vous jugez qu'il faut l'améliorer, oui, on peut l'améliorer. Mais ultimement, je crois qu'on fait de la politique pour laisser une société, ben, améliorée pour nos enfants puis nos petits-enfants. Je pense que les preuves sont déjà étalées et très solides que le chantier de l'environnement, c'est un chantier important. Puis je vous dis, l'aménagement du territoire, c'est clé là-dedans. La manière dont on réfléchit comment nos quartiers se construisent, ça a un impact direct sur la qualité de vie des gens. Fait que je veux simplement terminer en disant qu'il y a des choses qui sont de notre contrôle, puis il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Un des dangers en politique, c'est de focusser ce qui est hors de notre contrôle. Exemple, ce qui se passe avec Donald Trump. Exemple, de parler du cynisme dans la population, de donner trop d'attention aux détracteurs. En politique, vous allez avoir des ennemis, clairement. Pas parce que vous vous présentez dans votre ville puis que vous connaissez des gens depuis 20 ans, depuis 25 ans, ces gens-là vont nécessairement vous faire confiance. Lorsqu'on devient élu, on peut devenir la cible. À tort ou à raison, mais c'est hors de notre contrôle. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez être une cible. Fait que l'attitude des autres, l'attitude de vos collègues élus, les valeurs des autres, bien, vous ne contrôlez pas ça. Si on focus sur ce qu'on contrôle, notre approche, notre ouverture, la détermination, notre curiosité, bien, c'est là qu'on est capable de faire des grandes choses. Puis, malgré que je quitte la politique parce que parfois il y a des moments difficiles, je peux vous dire que c'est la plus belle expérience de ma vie à date après avoir été père. Fait que voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je ne disparais pas, je ne meurs pas. Si jamais il y a quoi que ce soit, qui que ce soit qui désire communiquer avec moi, me poser quelques questions, ben, ça me ferait plaisir d'échanger avec des élus actuels ou des futurs élus. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'est super inspirant. Tu nous démontres vraiment qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Au contraire, je ne sais pas si Christian, vous souhaitez intervenir à l'instant. Là. Si oui, je te laisse la place. Sinon, je poursuis. Donc, Vas-y, Thalie, je vais revenir à la toute fin. Parfait. Puis, merci aussi, Mathieu, d'avoir parlé autant de la puissance de l'aménagement du territoire. On n'avait pas discuté avant de ce que tu viendrais présenter, donc c'est vraiment très agréable de voir à quel point vivre en ville partage ces valeurs-là également. Donc, on va passer à une période de questions. On en a déjà plusieurs, mais n'hésitez pas là, à continuer à poser vos questions dans l'outil de chat. On pourra y répondre soit de vive voix ou sinon à l'écrit également. Donc, débuter, j'ai une première question qui était dédiée à Samuel. Donc, quels sont les moyens que Québec pourrait donner aux paliers locaux et régionaux afin de favoriser leur autonomisation en matière de financement des transports collectifs? Oui, merci. Grande question. Grande question.
Ben, je commencerai peut-être déjà en rebondissant un peu sur ce que M. Maisonneuve a dit là. Euh, une des limites, c'est la créativité, puis la créativité, en fait, c'est infini, là. Donc, il y a des outils, il y a des leviers fiscaux qui sont déjà à la disposition des villes pour financer leurs services de transport collectif. Puis il y a plein de propositions qui existent dans la littérature d'utiliser différemment l'impôt foncier. On pourrait, bon, il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été accordés récemment quand même par le gouvernement actuel sur l'immatriculation. Rien n'est parfait, mais il y a quand même déjà des leviers. Pensons aussi, par exemple, à la tarification et ou la taxation du stationnement, peut-être faire un lien plus direct sur le financement des transports collectifs. Ça peut être envisagé. Évidemment, tout dépend de la réalité territoriale d'un endroit ou un autre. Bon, on nommait l'immatriculation, l'utilisation de cet outil-là, c'est multiplié un peu partout sur le territoire. Puis là, là-dessus, on salue le leadership de plusieurs élus, Gatineau, Sherbrooke, un peu partout, on le voit, bon, dans le Grand Montréal. Euh, c'est vrai que c'est pas systématique nécessairement dans l'ensemble des MRC, puis parfois il y a des défis de mise en place. Euh, mais il y a quand même déjà des leviers, puis je voulais le dire pour commencer, parce que si on fait juste attendre toujours après Québec, ça se peut qu'il ne se passe rien. Cela étant dit, c'est certain que nous, on appuie la revendication qui est faite par le milieu municipal que les régions puis le palier local, régional puissent utiliser la taxe sur l'essence pour financer les services de transport collectif. C'est ce qui a fonctionné par le passé, hein. On a vu Gaspésie, l'Île-de-la-Madeleine, s'est donné un réseau de transport en commun de qualité en utilisant cet outil-là. Mais là, à chaque fois, il faut demander à Québec la permission. Et donc, ça complique les choses. Puis là, récemment, Québec ne donne plus la permission. Fait que ça cause un réel problème. Et pourtant, ce serait un outil d'éco-fiscalité tout à fait pertinent parce qu'il est vraiment lié utilisateur-payeur. Donc, ce serait un bon outil. Et donc, dans les prochains mois donc prochaine année, moi, j'ai quand même espoir qu'il y ait une modification législative qui permette d'aller, par exemple, utiliser cet outil-là pour le milieu municipal. C'était identifié parmi les 5 priorités du chantier sur le financement de la mobilité du ministère des Transports. Bon, là, c'est un peu silence radio du côté du ministère des Transports. On ne sait pas trop ce qui arrive de ce chantier-là. Mais on pense que les choses peuvent changer, puis on peut retrouver un momentum sur ces questions-là. Donc, ça fait un petit tour d'horizon, mais je terminerai peut-être en disant, pour conclure, que avec nos partenaires de l'Alliance Transit à Vivre en Ville, on travaille de plus en plus sur ces questions-là de financement des transports collectifs partout au Québec, notamment dans les régions. Puis on travaille notamment à produire des outils pour aider les décideurs sur ce qu'ils ont comme levier à leur disposition. Donc, contactez-nous, là, puis on pourra vous partager ces outils-là qui seront rendus publics bientôt. Merci beaucoup. Donc, je passerai maintenant à Adam pour une question davantage sur le domaine de l'habitation. Donc, on se demande comment outrepasser le fait qu'il faut densifier dans les endroits déjà développés alors que ce sont généralement là où les terrains sont les plus chers. Ce qui se passe en ce moment, à peu près partout au Québec, c'est que le marché foncier, c'est comme une hausse sous pression parce qu'il y a énormément de demandes latentes. Il y a beaucoup de gens qui voudraient habiter plus proche de la garderie, plus proche du travail, plus proche du métro. Puis il y a juste très peu de sites qui sont vraiment envisagés pour accueillir les nouvelles constructions. Donc, à chaque fois qu'il y a un site qui fait l'objet, par exemple, de modifications réglementaires où on tolère qu'à cet endroit-là, oui, il va y avoir de la construction neuve, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui voudraient habiter dans votre municipalité se disent, ben, c'est là ou nulle part ailleurs. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait une ponction dans la hausse du marché foncier. Toute la pression surgit et évidemment, le terrain vaut très cher. Aux endroits où est-ce qu'ils ont réussi à faire du progrès sur cette question-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont augmenté les capacités résidentielles de beaucoup de lots. Puis l'image qu'on peut utiliser pour illustrer l'effet, c'est comme si dans une hausse sous pression, plutôt que de faire des petits trous dans lesquels toute l'eau surgit,
On découpe la hausse au complet avec un couteau. C'est plate pour la hausse, mais ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas une explosion des valeurs à des endroits précis, comme c'est le cas en ce moment dans les endroits justement déjà habités. Donc, la chose qui a été la plus productive quand on regarde à l'international, les endroits où est-ce qu'on a vraiment réussi à faire du progrès pour loger adéquatement les gens à bas prix, près des emplois et des services, c'est vraiment de permettre un redéveloppement de beaucoup de parcelles, beaucoup de lots, avec des conditions, des normes qui permettent de vraiment réimaginer le tissu urbain. Donc, certain qu'en ce moment, la tension est vive, mais il y a des choses qu'on a vues à l'international, des choses qu'on peut faire pour un peu faire la quadrature du cercle à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ensuite, Christian, une question qui serait dédiée, ce serait à savoir comment on peut allier densité et capacité des infrastructures dans un contexte où celles-ci sont à pleine capacité dans plusieurs cas. Tu en as d'ailleurs parlé un peu récemment là, à la télé. Oui. Il y a vraiment un enjeu actuellement en matière d'infrastructure au Québec, là, puis c'est vraiment pas évident. C'est un enjeu à tous les niveaux. Les coûts explosent en même temps que les besoins explosent. Il y a vraiment un chantier, là, puis ça va être pan-québécois pour trouver un moyen que ça coûte moins cher. Ça, je tiens à le dire, et bonne chance aux élus municipaux qui vont faire face à ça. Il y a une chose est sûre, dans un contexte où les ressources ne sont plus illimitées, mais qu'on a des enjeux environnementaux, il va falloir s'assurer de prioriser, de revoir les infrastructures, de reconstruire les infrastructures aux meilleurs endroits qui vont avoir moins d'impact environnemental tout en permettant là, de construire. Donc, ça, c'est tout un enjeu. Euh, et on va avoir besoin probablement des paliers supérieurs de gouvernement pour y arriver en raison d'un certain déséquilibre fiscal là, pour les villes. Mais c'est vraiment c'est majeur. Et ça a été demandé par maintes groupes de travail, par maintes associations municipales. Parce que quoi, sinon, on va se mettre à permettre de s'étaler puis juste être puis ça ne plus être connecté au réseau, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un chantier là qui est majeur. Et malheureusement, on voudrait avoir que les pouvoirs municipaux aient tous les moyens, là, mais il va falloir prioriser les infrastructures actuelles, les infrastructures qui sont situées au bon endroit. Mais c'est un véritable défi, on en convient. Merci. D'ailleurs, sur le sujet des infrastructures, je ne sais pas si Mathieu Maisonneuve souhaiterait rebondir ou on avait une autre question aussi qui serait pour Mathieu, qui est à savoir s'il y a un bon coup qui a été réalisé, là, notamment en lien peut-être avec les 12 travaux que tu souhaiterais nous partager. Donc, je te laisse un peu le choix, rebondir avec les infrastructures ou un bon coup ou les deux. Bon coup, bon coup. De dire non au développement commercial dans une zone agricole qui avait déjà été accepté par notre schéma de risque. Là, c'est très technique, là, mais la ville, la MRC, avait eu l'autorisation par le ministère dans son schéma là, d'agrandir notre périmètre en zone agricole. Puis ces 7-8 hectares, là, écoute, tu ne peux pas nourrir une population avec ça, mais de la manière dont c'est placé dans notre ville, c'était vraiment une excroissance là, comme une antenne au nord de notre zone qui faisait en sorte que, si on y pensait, ben, c'était une percée en zone agricole qui allait faire en sorte que dans quelques années, ça aurait été logique d'y aller de l'autre côté de la rue. Donc, tu sais, nécessairement, ça pour moi, c'est une décision que je suis extrêmement fier, puis c'est un bon coup parce qu'on a donné le ton. Puis à partir de maintenant, les promoteurs, les investisseurs ici à Saint-Lin-Laurentide, ben, ils le savent qu'on va d'abord redévelopper le territoire déjà bâti plutôt que d'aller dans des terres agricoles. Fait que ce changement-là, cette décision-là qu'on a prise, très politique, a même découlé en initiative pour nos services d'urbanisme
où ils ont préparé des cartes avec des endroits propices au redéveloppement, des endroits où la valeur du terrain avait augmenté, puis que la valeur de la bâtisse proportionnellement faisait en sorte que le terrain là, allait possiblement là, recevoir des nouvelles bâtisses qui répondaient plus aux demandes de notre population actuelle. Fait que ça a créé tout un mouvement. Ça, puis le deuxième bon coup, ben, lorsqu'on est arrivé, évidemment, on a dû arrêter la construction, un moratoire sur la construction. Puis je vous le dis, là, on a rabouté des bouts de loi, des bouts de ce qu'on pouvait faire pour être capable d'avoir un moratoire pendant une certaine période de temps, mais on a dû le modifier pour être capable de l'extensionner dans le temps. Puis une de mes fiertés, là, c'est qu'il y a eu un projet de loi, j'ai 61 en tête, mais je peux me tromper, là. Mais c'est un projet de loi de Québec qui donnait l'autorisation aux villes expressément d'arrêter le développement pour cause de manque d'eau ou d'incapacité des usines d'eau usée à traiter des nouvelles constructions. Fait que ça, pour moi, ça a été deux décisions dont je suis très fier pour Saint-Laurentide, qui nous a permis de rayonner et qui donne le ton sur comment on va occuper notre territoire pour les prochaines décennies, parce qu'on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Merci. Puis je réitère ce que je vois apparaître un peu dans le chat, là, mais félicitations, ça prend quand même du courage politique de faire ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont suivi toute cette histoire-là, cette historique-là depuis justement le début de ton mandat. Pour poursuivre un peu sur l'enjeu des infrastructures, j'ai une question davantage pour Jeanne, à savoir en poursuivant sur, en fait, comment les infrastructures vertes peuvent nous aider à dépasser les problèmes de surcharge des infrastructures actuelles. Donc, comment on peut arrimer infrastructures naturelles et infrastructures existantes, là, davantage municipales? Oui, tout à fait. Mais merci pour cette question. On sous-estime souvent les bénéfices que nous rendent les milieux naturels. C'est vrai pour les grands milieux naturels, mais c'est vrai aussi pour les petites infrastructures urbaines comme les arbres. Nous, on s'est mis à rappeler qu'un arbre, c'est pas seulement de l'ombre, c'est aussi un rafraîchisseur, hein, c'est un peu un brumisateur géant, mais c'est également un réservoir vertical. Parce que quand il pleut, les arbres absorbent toute l'eau qu'ils sont capables d'absorber pour l'avoir pour plus tard. Et donc, ça réduit énormément le risque d'inondation d'avoir un territoire arboré. Puis ça, c'est valable quand vous avez un territoire périurbain sur lequel il y a des arbres, mais c'est aussi valable en milieu urbain. On s'en rend compte, toutes les personnes qui ont eu à aménager un terrain, il y a maintenant des normes dans certaines municipalités. Là, quand on réaménage un terrain, on est obligé de prévoir l'accueil d'un certain nombre de millimètres de pluie qui correspondent aux pluies abondantes qu'on s'attend à subir une fois de temps en temps dans le futur. Et ben, les calculs font en sorte qu'on est obligé de prévoir une accumulation d'eau à un endroit sur le terrain. Et souvent, on se rend compte que cette accumulation d'eau, on ne l'atteint jamais parce que la végétation va absorber l'eau avant même qu'elle se rende sur le territoire qu'on a prévu pour l'accumuler. Donc ça, c'est vraiment une façon de réduire le coût des infrastructures, ce qu'on appelle infrastructures grises, là, qui techniquement sont faites en béton. En ayant plutôt des infrastructures vertes. Puis évidemment, l'avantage, c'est qu'en même temps, ça fait des milieux de vie agréables, d'avoir du verdissement. Donc, si je devais résumer, finalement, les infrastructures naturelles, qu'elles soient grandes ou petites, ça nous aide à se rafraîchir, ça nous aide à accumuler l'eau sans l'envoyer dans des égouts qu'on devrait surdimensionner. Ça aide donc à avoir un climat plus tempéré, puis plein d'autres qualités que j'ai déjà mentionnées. Mais sur ces deux éléments-là, c'est vraiment, vraiment très, très favorable. Puis les vagues de chaleur et le risque d'inondation, c'est quand même des risques très importants pour la plupart des milieux urbains au Québec. En milieu rural, la question des vagues de chaleur est un peu moins présente, puis ne se gère pas tout à fait de la même manière. Mais en milieu urbain, c'est souvent ces risques-là qui apparaissent comme les risques qui vont à la fois toucher beaucoup de personnes, représenter beaucoup de risques à la santé de la population et survenir de façon à peu près systématique et de plus en plus fréquente. Donc c'est très important d'agir sur ces éléments-là. Et verdir, puis gérer l'eau en surface, c'est vraiment des moyens qui peuvent nous permettre d'y parvenir. Merci. Je crois que Samuel, tu voulais intervenir au niveau des infrastructures également?
Oui, ben, rapidement, en fait, je voulais faire un petit peu un lien. Tout à l'heure, je mentionnais que le palier municipal, ça peut être un laboratoire d'innovation, puis qu'après ça, ça peut avoir des impacts beaucoup plus grands que seulement sur le territoire de la municipalité. Monsieur Maisonneuve évoquait le fait qu'il y a eu des modifications législatives concernant les infrastructures d'eau. Euh, Même au-delà de ça, là, les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire vont exiger qu'avant de lancer donc des travaux, on va devoir connaître l'état des ressources en eau à l'échelle régionale. Et donc, c'est ce que peut donner le leadership municipal quand il y a un bon coup qui est fait, c'est de l'amener et donc de le généraliser en une politique publique. Et ben, c'est ce qu'on aime aussi beaucoup faire à Vivre en Ville. Si vous devenez un élu ou une élue municipale, nous, on aime beaucoup collaborer aussi avec les élus pour que quand vous voyez des problèmes dans le cadre d'aménagement ou dans le cadre légal, ben, qu'on puisse amener ça à Québec ensuite, puis essayer d'obtenir ce genre-là de progrès dans les politiques publiques. Merci pour la précision et l'ajout. Merci. On a également quelques personnes dans le chat qui aimeraient, Adam, avoir quelques précisions au niveau des règles de zonage et la densité, donc zonage différencié, incitatif. Comment on peut utiliser ça pour augmenter la densité dans nos collectivités? Je dirais avec créativité, puisque c'est le mot d'ordre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples en ce moment desquels s'inspirer. On va saluer le travail de l'arrondissement Vénéverie à Montréal, qui a déjà adopté son premier règlement de zonage différencié. C'est très enthousiasmant. Évidemment, on va être à l'affût des résultats. C'est pas impossible qu'il y ait des ajustements à faire et c'est bienvenu. Ça veut dire qu'on est en train de justement se saisir des opportunités qui se présentent à nous. Les nouveaux pouvoirs qui sont octroyés essentiellement permettent aux municipalités de vraiment choisir une tenue ou un type de clientèle au niveau de l'occupation d'un bâtiment résidentiel, puis d'accorder des normes de plein droit aux porteurs de projets qui vont proposer ces projets-là. Donc, une des façons pour une municipalité de dire, ben, je veux diriger la croissance de mon parc résidentiel de façon à avoir, par exemple, plus de logements sociaux, plus de logements communautaires, plus de logements subventionnés pour étudiants, pourrait dire, ben, par exemple, dans de très grandes parcelles, ici, s'il y a quelqu'un qui veut construire n'importe quoi, on va dire, on va mettre une capacité résidentielle cohérente, on passe de peut-être 1 à 3 étages, mais si vous êtes un porteur de projet communautaire ou social, on vous donne de plein droit 6 étages selon certaines autres normes, comme par exemple justement les infrastructures ou la taille des lots. Puis ce que ça va faire, c'est que si on applique cette logique-là à un nombre suffisant de lots, ça l'enlève justement la logique de hausse sous pression où la seule place où on va pouvoir faire un 6 étages, c'est un endroit précis. Donc nécessairement, les porteurs de projets sociaux et communautaires sont en compétition avec le marché privé conventionnel pour aller à cet endroit-là et ça fait gonfler les coûts, pas juste pour tout le monde qui veut construire, mais particulièrement pour les subventionnaires, les gens qui financent des projets en logement social ou communautaire. Donc, ça, c'est une manière d'intervenir maintenant, c'est tout nouveau, qui pourrait aider les municipalités à prendre une approche plus active dans la réalisation de projets communautaires sociaux à but non lucratif en ayant à cœur de réduire les coûts et les exigences dans les montages financiers des porteurs de projets, que ce soit du public à travers les offices d'habitation ou des projets communautaires à but non lucratif privés dans le communautaire. Merci, merci Adam pour les précisions. Un prochain volet que les participants souhaiteraient qu'on aborde, c'est au niveau des îlots déstructurés en zone agricole. Donc, je pourrais lancer la question à Christian qui a présenté le volet alimentation, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Là, je sais que Samuel avait travaillé un peu sur le sujet. Je peux peut-être te laisser la parole en premier, Christian. C'est quoi la question Ben, la question, en exactement? fait, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pense des îlots déstructurés en zone agricole et qu'est-ce qu'on fait avec ces îlots déstructurés qui sont déjà là. Parce qu'on parlait Euh, tantôt d'une mesure de ne plus dézoner, là. Fait que je vais, je est-ce qu'il y a vais, une nuance ou... je vais être obligé parce que il y existe, puis c'est même déjà arrivé pour vivre en ville de dire certains secteurs d'une ville peuvent avoir de manière exceptionnelle des zonages. Je pense à un dossier notamment
à Saint-Camille, où il y avait une compensation entre un îlot au cœur du village qui était zoné vert versus qui voulait être compensé par un îlot qui était zoné blanc, mais qui ne voulait pas développer. Donc là, il y avait un système de compensation pour dire, OK, si on perd un bout dans le territoire agricole, on y en donne un autre. Donc, d'avoir zéro perte nette de territoire agricole m'apparaît une bonne manière de voir les choses. Mon problème avec la question des îlots déstructurés, puis ça peut arriver que c'est compliqué qu'il y a toujours quelqu'un qui va m'arriver avec un dossier qui va me dire, ouais, mais nous, il est correct, hein? Euh, des fois, les normes pour arrêter l'hémorragie, ça doit être froid et pas 100% logique. Et ça peut arriver que des fois, il faille commencer à dire non pour dire non, même si certains cas de figure là, pourraient se faire. Donc, de manière générale, la question est plus, ben, il ne faut plus en créer des nouveaux, hein. Et je trouve que Mathieu a amené un très bon exemple où il aurait pu le faire et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'il allait créer l'espèce de dynamique des îlots déstructurés qui fait en sorte que finalement tout s'ouvre. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est plus non que oui, mais encore une fois, il y a parfois des cas de figure. Et à terme, il faudrait peut-être arriver avec un régime de gestion du territoire agricole qui préconise justement le zéro perte nette, mais qui permette certaines exceptions dans le cas où on est vraiment dans une dynamique de consolidation urbaine. Mais on ne l'a pas encore inventé, ce régime-là. Donc, nous, on pense a priori, il reste en masse de place dans le territoire urbanisé actuel au Québec pour recevoir nos besoins et ne pas aller en territoire agricole. Merci. Malgré ma Merci de la question. question qui n'était pas très, très précise, là, je pense que tu nous as donné une bonne piste de réflexion là, pour la suite. Parfait. Finalement, une question qui semble dédiée à Jeanne, mais que j'ouvre un peu à tout le monde aussi. Quelles sont les victoires qui sont issues des nouvelles OGAT qui pourraient nous servir à développer une plateforme électorale? L'étude des capacités d'eau avant d'autoriser les projets représente-t-elle un pas dans la bonne direction? Donc, je pense qu'on parle notamment de ce que Samuel a mentionné tantôt avec la capacité en eau, mais peut-être s'il y a d'autres choses aussi qu'on veut mentionner en lien avec les orientations gouvernementales là, qui pourraient être pertinentes dans le cadre des plateformes électorales municipales. Oui. Je ne sais pas si ça s'inscrit bien sur une plateforme électorale, parce que peut-être ça demande un petit peu de pédagogie, puis d'explication et de traduction dans des mots attirants. Mais un énorme gain qui a été fait avec les récentes orientations gouvernementales en aménagement du territoire, c'est d'obliger chaque municipalité régionale de comté à évaluer, à faire une analyse du potentiel de consolidation sur son territoire. Donc ça veut dire qu'au lieu de partir de on a besoin de construire des habitations, on a besoin de construire des commerces, ça veut dire qu'on a besoin de tant de territoires. On part à l'envers, c'est-à-dire qu'on se dit c'est quoi le potentiel d'accueil de nouveaux ménages sur notre territoire à l'intérieur des secteurs déjà urbanisés, à l'intérieur des secteurs centraux, dans les centres-villes, sur les terrains à consolider. Donc on demande aux municipalités d'identifier les terrains qui sont les plus propices à accueillir la population et à accueillir des nouvelles activités. Puis c'est des terrains qu'on juge propices parce que ça va renforcer le commerce local, parce que ça va créer des courtes distances, parce que c'est des milieux où on est capable d'avoir une qualité de vie intéressante, une diversité de population, d'activités. Puis c'est aussi pertinent parce que c'est des endroits où accueillir la population, ça veut dire alléger le bilan carbone, alléger l'empreinte écologique. Et donc sur ces terrains-là, combien on peut accueillir de personnes en fonction de la capacité des réseaux existants, évidemment, puis de la capacité en eau, mais aussi en imaginant qu'est-ce qu'on peut construire sur ces terrains-là. Si on autorise un certain seuil de densité, ça veut dire qu'on est capable d'accueillir combien de nouvelles familles, combien de personnes aînées, combien de ménages. Si on augmente un peu les densités, combien on atteint, qu'est-ce que ça permet aussi de supporter comme transport en commun. Puis ça, c'est des analyses que Vivre en Ville a déjà faites par le passé avec plusieurs municipalités pour justement
donner à voir à la population qu'est-ce que ça voudrait dire transformer un milieu de vie, quelle qualité ça apporte et donc comment on est capable d'imaginer une vision de développement qui soit profitable sous plusieurs aspects pour la collectivité. J'ai pas rédigé de plateforme électorale, mais j'imagine que le premier, le premier de nos 12 travaux, là, quand on dit s'assurer que chaque terrain soit utilisé à son plein potentiel, ça revêt un peu cet élément-là qu'on retrouve donc dans les orientations gouvernementales. Fait que c'est une nouvelle obligation et elle est très pertinente parce que ça passe par beaucoup de compréhension du territoire, de pédagogie, puis c'est très mobilisant pour tout le monde. Merci beaucoup, Jeanne. Est-ce que, Samuel, tu voulais intervenir? Ouais, ben, le fait de connaître les ressources en eau, c'est un gain tout simplement parce que pour la suite des choses, on va être en posture favorable au développement immobilier parce que on n'aura plus besoin de faire un moratoire systématiquement parce qu'on a par surprise réalisé qu'il n'y avait plus d'eau. Puis ça, je pense que c'est important dans notre posture puis dans ce qu'on présente aujourd'hui, là. Ben, une des choses qu'on fait, c'est souvent on va citer la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui dit qu'il faudrait quadrupler les mises en chantier annuelles au Québec pour renouer avec l'abordabilité. Donc, on a un défi énorme de répondre aux besoins en habitation. Puis je pense que le milieu municipal va devoir intégrer cette donnée-là dans sa posture pour la suite des choses et faire tout ça, évidemment, ben, dans le respect des écosystèmes. Le défi, il est immense, mais je pense qu'avec la connaissance, on va être beaucoup mieux placé pour la suite des choses. Merci. Donc, c'est malheureusement ici qu'on va mettre fin à la période de questions. On en avait encore plusieurs, mais sachez qu'on va continuer de travailler sur le sujet. On va travailler sur les élections municipales d'ici le 2 novembre prochain. On va avoir notamment probablement des différents outils là, qui vont être accessibles à différents publics, que ce soit citoyens ou davantage au niveau des candidats. Avant de mettre fin à ce webinaire, je laisserai peut-être quelques minutes à notre directeur général, Christian Savard, si tu voulais adresser quelques petits mots de la fin. Ça va être très court. D'abord, je tiens à remercier tout le monde d'avoir été présent. Merci à Mathieu pour son mot bien senti. On savait qui on allait chercher, puis il y avait, c'était mobilisant, puis il y avait tout ce qu'il fallait de gros bon sens et d'émotion pour je pense que ça va donner le goût à des gens d'y aller. Donc, merci vraiment beaucoup, Mathieu, puis aussi pour l'implication des dernières années. C'est toujours admirable ce que les élus font. Donc, vraiment, bravo. Merci à l'équipe de Vivre en Ville qui a monté cette plateforme municipale-là. Elle est maintenant en ligne, hein. Elle a été mise dans le chat. Elle va être rendue publique là, maintenant. Donc, n'hésitez pas là, à la diffuser autour de vous. On va la faire vivre de différentes manières dans les prochaines semaines, les prochains mois. On va même outiller les citoyens, transformer ça un peu en approche citoyenne. Sur la page, là, si vous avez le goût de laisser votre nom parce que vous avez le goût d'en connaître plus là-dessus, il y a un petit bouton, là, j'adhère là, un peu. Là, donc, vous pouvez toujours aller mettre votre nom là. Puis trouver d'autres manières de nous contacter s'il y a des éléments plus spécifiques. De tout ce qu'on a parlé, on a des équipes ou des gens qui sont capables de parler de ça, qui sont capables d'appuyer, des fois par une jasette, éventuellement des administrations. On fait ça aussi, de l'accompagnement. C'était pas pour vous vendre nos services. L'objectif aujourd'hui, l'objectif principal, c'était pour vous dire d'avoir des plateformes qui vont transformer nos territoires et nos milieux de vie. Mais si on peut aider, par contre, on serait très, très heureux. Donc, merci tout le monde. Et puis, si vous hésitez à vous présenter, n'hésitez pas, puis allez-y, c'est important pour la démocratie, puis la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Donc, à mon tour, brièvement, je remercierais justement tout le monde qui a participé, autant les personnes de Vivre en Ville que Mathieu qui a pris le temps de prendre la parole ce midi. Finalement, je vais prendre une dernière petite minute pour vous parler de 2 événements que Vivre en Ville tiendra bientôt et qui vont certainement vous intéresser. C'est assez en lien là, avec ce qu'on vient de discuter aujourd'hui.
Donc, le 22 mai prochain, on va tenir un webinaire sur le climat et l'équité où on va explorer comment les collectivités québécoises peuvent concilier l'action climatique et la lutte aux inégalités sociales. Et comme Adam l'a mentionné un peu plus tôt, le 10 juin, ça va être le rendez-vous Collectivité viable, notre grand événement annuel qui va se tenir à Montréal et en ligne. Et cette année, ça va porter sur la sobriété territoriale. Donc, il reste encore quelques billets et la programmation s'annonce déjà très riche. Donc, bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Puis vous allez pouvoir retrouver ce webinaire là, sur le même endroit où vous pouvez trouver la plateforme avec les 12 travaux de nos collectivités. Merci. Merci tout le monde.